Alassane Ouattara sera investi demain. Il va prêter serment au palais présidentiel. Le sens de la cérémonie dans ce journal. Et puis la chasse au crabe à poilu à Kakanifri, à Grand Laou, une activité qu'exercent hommes et femmes. Nous vous conduirons dans des bosquets et des marécages de ce village du sud du pays pour assister à une partie de chasse de ces crustacés. Bonsoir et bienvenue dans le journal. L'investiture du président Ouattara, c'est demain. Il doit être investi avant de prendre fonction, comme il est de coutume. Une cérémonie pleine de symboles marquée par la prestation de serment, la remise du grand collier de l'ordre. Bref, quel sens revêt cette cérémonie? Alassane Drabo nous l'explique dans ce reportage. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens. Au-delà de ces phrases, c'est un engagement majeur pris devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire lors de la cérémonie d'investiture. Nous sommes en 2015. Alassane Ouattara est porté à la tête de la Côte d'Ivoire pour un deuxième mandat. Il prête serment sur la Constitution du pays, un acte hautement important. Évidemment, une prestation de serment, c'est un engagement, c'est une parole qu'on donne. C'est pour cela que c'est une parole qui doit être très forte et qui doit aussi exposer la personne qui la profère, qui la proclame, à des sanctions si jamais elle ne tient pas parole. Et comme il est de coutume, il reçoit des mains de la grande chancelière le grand collier de l'ordre, tout un symbole. C'est un symbole très fort. Pour porter un collier comme celui-là, tu es obligé de donner ton cou à quelqu'un. Tu es obligé de baisser un peu la tête. De la même manière que le président baisse la tête lorsqu'il demande le suffrage de chaque électeur, de cette même manière, le jour de l'investiture, le président, en toute humilité, va se retrouver et il va se trouver également devant Madame la grande chancelière qui vont avoir à poser des actes qui vont lui donner la suprématie, disons, les pleins pouvoirs. La cérémonie d'investiture est celle qui entérine la caution du peuple sur le choix de celui qui présidera aux destinées du pays pendant 5 ans. Une cérémonie hautement importante, mais peu connue des Ivoiriens qui n'y ont souvent jamais assisté. Je n'ai jamais participé à une investiture du président de la République. Mais pour moi, la cérémonie d'investiture du président de la République, c'est une cérémonie qui consiste à couronner le président. Pour moi, la cérémonie d'investiture est la cérémonie au cours de laquelle le président, soit d'une association, président de la République, entre à proprement dire dans l'exercice de ses fonctions. Du président Félix Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara, en passant par Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, la cérémonie a connu quelques modifications selon les besoins du moment. Cependant, ces grands actes n'ont pas changé. Il est évident que quand on dit cérémonial, il faut un lieu à la hauteur de l'événement, dans des endroits qui ont une beauté et qui offrent aussi un caractère solennel à l'événement. Je pense que la salle n'est pas perdue où ça va se passer, est vraiment l'un des lieux les mieux indiqués, mais je pense que le parti pris de cette année, c'est vraiment de faire une cérémonie à la fois restreinte, intense et dense. Élu le 31 octobre dernier pour un autre mandat à la tête du pays, Alassane Ouattara recevra donc ce lundi 14 décembre 2020 des mains de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté le grand collier de l'ordre et prêtera serment sur la Constitution. Plusieurs chefs d'État sont attendus au cours de cette cérémonie. En entendant le projet apprécie assister les prévenus et favoriser des mineurs et des femmes dans les prisons de Côte d'Ivoire, fait un plaidoyer pour la levée du mot d'ordre d'interdiction des visites aux détenus. Depuis la survenue de la maladie à coronavirus, l'État a pris des mesures conservatoires pour préserver la mesure figurait la suspension des visites de proches et parents. Aujourd'hui, la recherche a évolué et les cas actifs sont en nette régression en Côte d'Ivoire, d'où le plaidoyer de l'APRECI. Clément Boko a assisté à la conférence de presse tenue par cette organisation à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus, le gouvernement a mis en place des mesures barrières contre la Covid-19. Pour les prisons, l'État a suspendu les visites familiales pour mettre à l'abri les détenus. Aujourd'hui,
Certaines organisations de la société civile qui œuvrent pour le bien-être des prisonniers plaident pour l'abrogation de cette mesure conservatoire. C'est le cas du projet Apprécie. Assister les prévenus et favoriser la réinsertion socio-professionnelle des mineurs et des femmes dans les prisons de Côte d'Ivoire. Nous sommes conscients du fait que l'État a pris des mesures vraiment salutaires au début de la pandémie de la Covid-19. Ces mesures même qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir contenir la maladie sur toute l'étendue du territoire et même dans nos prisons. Jusqu'à ce que des solutions telles que le vaccin soient trouvées, nous sommes obligés de vivre avec la maladie. Mais ça ne doit pas être pour autant un moyen de pouvoir restreindre encore les libertés de nos frères qui se retrouvent dans les prisons ivoiriennes. Dans les prisons de Côte d'Ivoire, des dispositions ont été prises pour le lavage des mains, pour le respect de la distanciation, pour le port du masque. Ces mêmes dispositions peuvent être prises pour permettre aux parents, aux amis, aux ONG de pouvoir rentrer en contact avec des détenus pour leur apporter le réconfort moral, psychologique en cette période difficile qu'ils traversent. Avec l'appui financier de l'Union européenne, le projet Apprécie a sillonné les 34 prisons du pays pour sensibiliser autorités pénitentiaires et détenus sur les risques liés à la Covid-19. L'organisation espère, avec ce plaidoyer, poursuivre ses activités au sein des établissements pénitentiaires pour une meilleure assistance aux détenus. Gervais Diako-Dioman est le nouveau chef du village d'Azito dans la commune de Yopougon. Il fait partie de la génération Tchagba. Cet ingénieur en télécommunication a pour mission de réunir les fils et filles de ce village ébrié. Georgette Ido revient de la cérémonie de présentation du nouveau chef du village d'Azito. Chants et danses pour accompagner le nouveau chef Gervais Diako-Dioman de la génération Tchagba du village d'Azito dans la commune de Yopougon. Gervais Diako-Dioman a été désigné par la génération Tchagba d'Azito pour présider désormais la gestion administrative et financière du village. Ce samedi 12 décembre, ces notables élus ont été présentés aux habitants du dit village. Cette cérémonie marque la fin de gestion de la génération Dougbo au pouvoir depuis plus de 20 ans. Nos dévanciers nous ont laissé la gestion du pouvoir, mais nous l'avons aussi accepté avec joie. Et nous allons ensemble avec eux mener et travailler de sorte que le village Azito, hommes, femmes, enfants, halogènes, et que tout le monde soit en joie. Le nouveau chef et son adjoint ont reçu la bénédiction et la caution du doyen d'âge, le patriarche Denis Diako-Dioman, au foyer d'Azito. Le passage d'une génération à une autre pour le peuple hatchan en pays ébrié est signe de maturité et de sagesse. Gervais Diako-Dioman entend mettre l'accent sur la paix et le développement du village. Nous avons d'énormes projets et pas mal d'ambitions pour le village d'Azito. Et ces projets ainsi que ces ambitions sont multiformes et bien évidemment diverses. Parce qu'on peut parler de l'éducation, on peut également parler de la santé, dans le domaine du foncier, rien que pour développer notre village. Marié et père de 3 enfants, le nouveau chef du village d'Azito est ingénieur en réseau télécommunication. Il sera intronisé fin décembre. Le Maroc a lancé une réforme scolaire. L'histoire et la culture de la communauté juive vont bientôt être enseignées aux élèves de ce pays où l'islam est religion d'État. Les premiers cours en langue arabe seront dispensés au prochain trimestre en dernière année de primaire où l'âge des élèves tourne autour de 11 ans selon le ministère marocain de l'Éducation nationale. Cette introduction est une première dans le monde arabe. La décision fait suite à la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.
Et puis l'ONU appelle à déclarer l'état d'urgence climatique 5 ans après l'accord de Paris lors de l'ouverture d'un sommet hier destiné à relancer les efforts de lutte contre le réchauffement climatique. 5 ans plus tôt, la communauté l'ère pré-industrielle. À moins d'un an de la COP26 qui se tiendra en novembre 2021 en Écosse, le secrétaire général de l'ONU a exhorté les participants au sommet à faire preuve d'ambition, à faire cesser les coups portés à la planète et à faire ce qu'il faut pour garantir l'avenir des enfants et des petits-enfants. Place au dossier. Savez-vous que pour avoir des crabes à poilus dans sa besace, avant de les commercialiser, relève du parcours du combattant? Il faut se lever de bon matin et aller à la chasse. Oui, le crabe poilu se chasse. Et attendez-vous à faire face à des obstacles, tels que les bosquets, les épines. Notre reporter Dangui Dangui a assisté à une partie de chasse au crabe poilu à Kakanifri, c'est à Grand Laou, dans le sud du pays. Village de Brafédon, dans le département de Grand Laou, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. En route pour une plongée dans l'univers de la chasse au crabe poilu, nous embarquons pour un petit village du nom de Kakanifri, la capitale des crabes poilus. Le moteur de 15 chevaux nous propulse au large de la lagune Tagba en direction de Toukouzou aux Alem et change notre regard sur la cité des trois eaux. Les salades d'eau douce et les herbes ont pris la berge en otage, mais cachent mal le potentiel touristique de la localité qui crève l'œil partout où le regard se pose. Après une quinzaine de minutes de navigation, voici Kakanifri, où nous attend Agathe, avec qui nous irons à la chasse de crabes poilus. J'ai fait au moins 70 boîtes. Piège quoi? Piège, oui. C'est sur ça, je continue, mais ce n'est pas à la même place. Il rentre de gauche-droite jusqu'à il me promène avant que ça finisse. Agathe a déjà installé les pièges de crabes poilus, avec du coco comme appât, à l'entrée de nombreux trous de crabes. Avec elle, nous irons voir ces pièges. Les crabes poilus, généralement, se rendent inaccessibles aux prédateurs, en se cachant derrière des marécages ou des forêts d'épines. Ce qui fait de la chasse du crabe poilu une véritable course d'obstacles. Des efforts souvent récompensés. Malgré les difficultés, Agathe adopte une attitude durable en jetant les petits crabes à l'intérieur de son piège. C'est petit, c'est trop petit. Le crabe là, il est trop petit. Il est trop petit. Donc on le laisse quelques 2 semaines après ou bien 1 mois après, ça grandit et puis on les attrape. En pleine forêt de ronces, nous rencontrons Elisabeth et son fils. Comme nous, ils sont également à la chasse de crabes poilus. On souffre. Alors, il y a un peu à baisser pour chercher là. C'est fatigue aussi. Et où on vient là, c'est trop long. C'est ça. Maintenant, et puis il y a piquant aussi. C'est ça. C'est pas facile. Agathe a aussi des pièges de crabes poilus faits avec du grillage et sont tout aussi efficaces que le dispositif fait avec des boîtes de tomates. Le dernier piège visité, nous retournons au village. Aussitôt arrivé au village de Kakanifri, Agathe remet son butin à Joseph pour attacher. Une autre étape avant la commercialisation est tout aussi difficile. Quand il t'attrape comme ça, quand tu tires, il peut te déchirer. Mais quand il t'attrape, ça là aussi, il peut te mordre. Mais ça là, quand il prend un petit peu de trapé là, il te fait mal pour dépasser ça là. Tano vient acheter des crabes poilus ici à Kakanifri depuis 8 ans. Il y a combien dessus? C'est 9. C'est 9 crabes dessus. 9 crabes. Oui. Le produit est bien prisé, mais la filière rencontre des difficultés. Pendant les saisons pluvieuses plus abondamment, sincèrement, nous ne trouvons rien parce que nous sommes venus aujourd'hui. Les moyens de déplacement sont venus sans
avoir ce que nous avons besoin. Et puis nos clients, puisque si nous n'avons rien, les clients aussi ne gagnent pas. Des fois, ça veut nous perdre des clients. Il faut sauver la filière du crabe poilu, selon Tano. Les gens demandent beaucoup. Beaucoup parce que normalement, nous autres, le monde n'a pas encore les contacts vrais sûrs avec peut-être les grands restaurants, mais avec la population, surtout de Beaunois, parce que c'est eux qui en mangent beaucoup. Donc, ça peut nourrir son homme s'il y a une bonne clientèle. Avec la déforestation, les crabes poilus se font de plus en plus rares. Cela augmente le risque de voir les chasseurs de crabes poilus s'introduire dans le parc national d'Azagny, juste à côté. Voilà, c'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.